Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast Y'a pas de la data. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, alors merci beaucoup pour ça. Pour ce nouvel épisode, nous allons plonger dans l'univers de la banque. En effet, nous avons le plaisir d'accueillir Adrien Vesteliem, directeur du Centre d'excellence en intelligence artificielle et directeur du programme d'accélération IA de la BNP Paribas. Adrien a plus de 25 ans d'expérience, dont 9 ans dédiés au sujet de l'intelligence artificielle au sein de la BNP Paribas. Bonjour Pierre. Salut Thomas. Bonjour Adrien, merci de venir partager tes expériences et tes opinions autour de l'IA dans l'univers de la banque. Salut Adrien. Bonjour à tous, merci Thomas, merci Pierre pour l'opportunité. C'est avec grand plaisir. On va tout de suite commencer avec la première question. Ça fait plus de 9 ans que tu travailles autour des sujets de l'IA au sein de BNP Paribas. Quels sont les sujets clés que vous traitez et comment ont-ils évolué au cours du temps? Alors, c'est une très bonne question, donc, euh, et qui ramène à un point un peu compliqué qui est la définition de l'IA. Il y a eu des très belles définitions qui ont été données dans les années 50. Et en fait, c'est marrant, ça existe depuis très longtemps. BNP Paribas fait du machine learning depuis peut-être 30 ans. J'étais pas né professionnellement à ce moment-là. Donc, on fait du machine learning pour des risques de fraude, pour des sujets d'assurance, pour des sujets d'optimisation de portefeuille, différentes choses comme ça. Ça existe depuis très longtemps. Chez nous, c'est pas appelé de l'IA. C'est appelé, c'est un peu le business as usual, on va dire, même si en vrai ça pourrait être qualifié comme ça. L'IA est née chez BNP Paribas il y a à peu près 9 ans justement. On a lancé le premier programme d'IA et lui il avait vocation à regarder toutes les capacités de data science qu'on avait. Et à l'époque il y en avait deux. Il y avait le machine learning structuré qu'on faisait déjà, mais qu'on pouvait peut-être appliquer à d'autres choses que du risque ou du marketing qui était très utilisé ou de l'assurance, peut-être par exemple à du ciblage, peut-être à de l'efficacité opérationnelle, enfin différents sujets, du traitement du langage par exemple. Et ça fait le lien avec le deuxième point justement, qui est les capacités qui sont arrivées à peu près au même moment, donc il y a une petite dizaine d'années, vraiment dispo off the shelf pour des corporates comme nous, pour aller faire du deep learning. Et donc le deep learning, c'est notamment le traitement du langage qui est très utilisé chez nous. On est un peu moins sur la reconnaissance d'image, mais en revanche, on utilise aussi pas mal les capacités de speech to text qui se sont déployées progressivement. Voilà, ça c'est nouveaux éléments technologiques. Et bon, là, on se prend comme tout le monde de plein fouet le dernier entrant de l'IA, on va dire, technologiquement parlant, qui est l'IA générative, qu'on connaît tous par les nombreuses mises en avant qui ont pu être faites par les journalistes et pas mal de startups que je ne cite pas encore. On a le droit de les citer. Peut-être que Pierre, tu vas en citer quelques-unes. Je pense qu'on les mentionne Ouais, à chaque fois. on les connaît toutes, on connaît tous les grands noms, OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, on en passait des meilleurs. Il y en a beaucoup trop maintenant. Moi, j'ai tout de suite une question qui me vient en tête, Adrien, c'est l'IA, c'est plutôt une utilisation pour l'interne au sein de BNP Paribas ou pour l'externe auprès des clients? Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Euh, L'objectif, c'est de faire les deux. Donc là, je vais faire un petit distinguo entre tout ce qui est pré-GenAI et GenAI, qui est un sujet où la réponse n'est pas la même. Sur ce qui est pré-GenAI, on va mettre de l'IA au service de tout ce qui nous semble utile. Donc par exemple, pour les clients, très directement, et un petit peu pour la banque, un peu moins directement, mais c'est important aussi, il y a les sujets de fraude. Donc ça, détection de la fraude, c'est un vrai point qui est absolument clé. Et ça va protéger nos clients, et c'est particulièrement important. Pour nos clients, pour mieux les orienter dans les différentes équipes d'experts que nous pouvons avoir en interne, on va faire de la reconnaissance de langage, du langage naturel. En fait, si vous appelez, vous allez tomber sur un petit robot qui vous dit, au fait, qu'est-ce que vous voulez, dites-le en langage naturel. Ça, c'est très orienté client. Et il y a aussi des choses qui sont très orientées collaborateurs. Donc ça, par exemple, et si je suis près de GenAI, je peux parler de ce qu'on fait sur le traitement des documents. Donc ça va faire gagner du temps de traitement en back-office quand il y a un dossier de crédit immobilier qui est posé. Bah, historiquement, on prenait ce dossier, on le lisait et puis on récupérait les informations, on les extrayait. Là, on va pouvoir automatiser ces traitements-là, ça fait gagner du temps aux collaborateurs. Indirectement, ça sert les clients,
C'est-à-dire que derrière, ça va leur proposer une expérience au fur et à mesure qui va être de plus en plus rapide, de plus en plus fiable. Et sur le sujet des crédits immobiliers, c'est un vrai point assez important. Donc ça, c'est ma réponse pour le prêt GenAI, les deux, vraiment sans aucune hésitation. Partout, c'est utile et c'est utile à plein d'endroits. Sur GenAI, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire on voit les risques sur GenAI et donc là, et ils existent toujours. Il y a un risque résiduel, même s'il tend vers zéro, mais en tout cas, il est toujours pas nul, d'hallucination. Et surtout quand les modèles sont petits, quand les gros modèles, c'est très faible, quand les modèles sont plus petits, le risque est assez significatif. Notamment, il y a d'autres risques derrière aussi. Et celui-là, il n'est pas encore craqué. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet. La responsabilité derrière de la banque, elle est engagée. Donc, on a une petite préférence pour traiter d'abord conceptuellement nos collaborateurs pour bien augmenter le niveau d'adoption, de compréhension et de gestion du risque qui est associé. Et après, dans un deuxième temps, les clients. Alors, on mène les deux projets, ces deux natures de projets en parallèle, mais dans les déploiements à venir, les premiers tests seront faits avec l'aide et la bienveillance des collaborateurs. Donc pour l'instant, c'est le côté un peu, non déterministe, des IA génératifs par rapport au machine learning, deep learning qui font que c'est un peu plus cantonné au niveau de ses usages et des use cases sur, un petit peu du back office, c'est ça que tu veux dire? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que tu fais un moteur de traitement du langage avec des technologies state of the art de deep learning. Tu vas connaître ton accuracy. Tu vas savoir que tu es précis à 99% ou 92, ou quel cas tu sais que tu as un écart, ça veut dire qu'il faut que tu remettes du traitement derrière. Ça, c'est très bien, ça arrive avec le modèle, c'est comme ça qu'on les construit et ça aide beaucoup. Ça fait c'est partie intégrante du moteur. Ça veut dire que il n'y a pas de moteur d'IA tout à fait autonome. Il y a toujours un moteur avec de l'humain derrière. Ça, c'est très clair, bien intégré. Sur la partie générative, effectivement, on sait pas ce qu'il va dire. On sait pas ce que le client va demander. Les réponses sont pas déjà écrites. Et donc, dans ce champ infini des possibles, qu'est-ce qui peut se passer? C'est ce sur quoi on voudrait absolument, on veut pas dire de bêtises à nos clients. Ça, c'est un point assez évident. Euh, Parce qu'on va mal les orienter, parce qu'on va se mettre en risque, parce qu'il se passe des choses. Et donc, là-dessus, on va prendre le temps de bien se rassurer. Oui. Et comme on le sait tous, la banque a horreur du risque. Tout à fait. Enfin, c'est quand même C'est un point clé. ça fait quand même une des parties, les plus touchy, du métier, de l'industrie de la banque. Du coup, toi, tu es, depuis 5 ans, tu es responsable voilà, du centre d'expertise IA. Alors en quoi ça consiste ce poste? Parce que, finalement, est-ce que ça existait avant? Est-ce que c'est un nouveau poste? Tu vois, je lisais un tweet l'autre jour qui disait, est-ce qu'on va avoir besoin en France d'un pardon, pas d'un premier ministre, d'un ministre de l'IA? En fait, ma question, elle est, finalement, tu vois, est-ce que toutes ces, nouvelles, découvertes, nouveaux outils, ce pan, de l'informatique qui a l'air d'être tellement important, qui l'imprègne toutes nos organisations, toutes nos entreprises et cetera. Est-ce que, ça génère finalement des nouveaux postes? Parce que, d'où l'importance stratégique de l'IA et au sein de ton entreprise. Donc, il y a deux questions, Pierre. Il y a rôle et nouveau poste. Ça, c'est une grande question aussi. Donc les deux, pardon, je vais faire les deux séparées parce qu'elles sont longues les deux. Donc, moi, je suis arrivé il y a donc 9 ans. On a lancé un premier programme d'IA chez BNP Paribas pour Personal Finance, qui est une des filiales de BNP Paribas, sur le plan stratégique 2020, qui a délivré beaucoup de valeur banque et clients, donc très utile. Et Rapidement, juste ce personal finance, c'est de l'optimisation de portefeuille, gestion de patrimoine, des choses comme ça? c'est du crédit à la consommation. La grande marque française, c'est CTLM, Ah oui, OK, euh, d'accord. film domestique en Italie. Donc il y a du scoring, Ouais, tout à des fait. choses comme ça, OK. Et là, tu as un bon premier range en fait, d'interaction client, donc que tu peux optimiser, de servicing que tu peux optimiser, de plein de sujets que tu peux améliorer. Il a très bien marché ce programme. Et j'en ai lancé un deuxième du coup très peu de temps après, qui était plutôt à vocation de partage niveau groupe.
Et après, et là récemment, j'ai rejoint BCE, enfin récemment, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai rejoint donc la Banque commerciale en France, où je suis maintenant. Et au début, pour regarder s'il y avait une opportunité d'accélérer les sujets d'IA. Il y a 3 ans, on faisait de l'IA, mais on n'avait pas nécessairement encore mis les éléments de valeur en face de ça. C'est-à-dire qu'on le faisait en intuitant que c'était utile, efficace, pertinent. Il y avait plusieurs initiatives qui étaient lancées, mais on n'avait pas encore passé le pas. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, la tech était un tout petit peu moins ready, et il faut bien les remercier sur ça. Le gros effort de communication qui a été mis par les journalistes et les startups que tu as cités autour de la communication aide beaucoup à l'adoption. C'est un vrai point qui est hyper utile. C'est-à-dire que Tu maintenant veux on dire voit qu'à cette époque, au début, là, quand tu dis il y a 3 ans, en fait, c'était, qu'il manquait, un aspect gouvernance, en fait? Dans la mesure où c'était jeune, et il y avait des initiatives un petit peu dans tous les coins, ou peut-être manquait il de manquait, on va dire, une ambition sur l'IA. Tout le monde pressentait l'intérêt et il y avait vraiment ce bruissement de, de questionnement, d'intérêt autour de l'IA. Plusieurs petits projets se lançaient en parallèle, mais du coup, pas nécessairement parfaitement structurés. Et donc, on s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux, plus significatif? Et c'est ce qu'on a regardé il y a 3 ans. Et donc, au début, j'étais sur un poste d'accélération IA. En fait, on s'est dit, bah oui, c'est sûr. Donc déjà, on va commencer par mettre un centre d'expertise en intelligence artificielle. Donc on a mis un centre d'expertise qui avait 2 fonctions. Il aidait ceux qui en faisaient déjà, et il prenait aussi lui-même des projets, mais on faisait des projets cette fois-ci vraiment state of the art, avec du deep learning, qui est un peu plus dur, qui nécessite des skills un tout petit peu différents, avec du machine learning avancé, avec des sujets de temps réel qu'on a pu livrer entre-temps. Ce qui était assez utile parce que en parallèle de ces travaux, on a pu aussi faire la preuve progressivement, et c'est un vrai point, auprès de nos sponsors, de la tangibilité et de la valeur que ça pouvait apporter. Ça, c'est un vrai point d'adoption dans une entreprise, c'est qu'il faut absolument que les sponsors se disent oui, j'y crois et c'est vrai. Et la preuve, c'est que ils savent faire, c'est bien. Ouais, en fait, il te faut une espèce de ouais, ça, c'est toujours aussi beaucoup d'actualité, à l'heure où les IA génératives arrivent, Tout à et où il fait. y a une forte demande aussi, de la part des exécutants et de ceux qui doivent Ouais, mettre en œuvre et implémenter. Il y a une vraie pression d'arriver à des résultats tangibles, montrables, et un vrai ROI. C'est ce qu'on entend, nous, souvent, en fait, aussi. complètement. Et ça, c'est aussi ce qu'on a fait, et on l'a suffisamment bien fait, notamment l'année dernière, pour se dire, bah maintenant, on va monter un programme. Et donc, on a fait un programme on a imaginé un programme très significatif d'accélération. On l'a présenté, fait valider. On l'a commencé. Il est sur des rails à date. Bon, mais le train, voilà, le train doit partir de la gare. Il avance bien, mais pas encore à sa vitesse nominale. Et en revanche, il a toute la structure pour faire ça. Et c'est justement très axé sur la valeur. C'est-à-dire que on essaie de se dire, cette chose-là doit pas être de l'IA pour de l'IA, c'est pas du POC, ça doit être utile au business, utile au client. C'est quelque chose qui doit être appliqué. Ce qui fait notamment qu'on n'imagine pas de moteur tout seul, c'est-à-dire qu'on les fait systématiquement avec les métiers, avec l'organisation Agile at Scale qui est déployée chez BCEF. Ça veut dire que vous avez quand même des métriques, vous avez quand même des objectifs d'OKR ou de KPI ou de choses à respecter qui vont à un moment donné vous permettre d'assesser que tel ou tel type de projet a délivré ou pas, ou moyennement. On a des métriques, c'est un vrai sujet. Ces métriques, elles existent niveau groupe. Il y en a 2 qui sont très simples. Une première sur laquelle on communique très largement, qui est le nombre de cas d'usage en prod. Donc ça, c'est un point. Il est très bien, ce point. Il permet de se mettre en avant. Il nous a été très utile au début en disant, bah, faut en faire. Et on regardera l'utilité réelle derrière. C'est pas tout à fait suffisant pour que ça marche bien. Il faut la deuxième métrique qu'on a aussi déployée assez rapidement, qui était une métrique de valeur. À quoi ça sert? Et valeur, en revanche, là, on est très ouvert sur la valeur. Et là, il y a un OKR aussi à ça. On commence à en parler. On a pour objectif, le groupe BNP Paribas, pour de faire 500 millions d'euros de gains additionnels grâce à l'IA. Ces gains, moi, je les mesure sur principalement 3 axes. Soit on a, et notre priorité est vraiment sur l'efficacité opérationnelle. Ça libère du temps, ça permet de faire les choses plus vite, et ce faisant, moins de travail pour nous, plus de meilleure expérience pour le client.
Deuxième point, il va être autour de la satisfaction client. Mieux comprendre ce que nous disent nos clients et du coup mieux les traiter et voir où est-ce que l'IA doit pouvoir aller aussi aider. Et dernier point, il est plus prosaïquement sur le volet prendre des parts de marché et prendre les bonnes parts de marché. Donc ça, c'est un volet qui est plutôt top line de PNL sur lequel on se développe. Donc ça, c'est moi les trois métriques que je regarde principalement. Et donc on se met des objectifs, on monitore l'atteinte de ces objectifs et le groupe devrait communiquer sur le fait que ça avance bien, très bien. Du coup, j'ai pas répondu, Pierre, à ta deuxième question sur les profils, qui est une bonne question. Et effectivement, et là, j'ai envie de faire une comparaison avec le digital. Le digital est arrivé en 99. On s'est dit, tiens, on va faire du e-commerce. Ah, mais c'est la fin des magasins, qu'est-ce qui va se passer? Euh, et, euh, et il était révolutionnaire à ce moment-là. C'était le web 1.0. Ça s'est lancé avant qu'il y ait une réelle adoption, que toutes les entreprises mettent un Chief Digital Officer, puis voire l'abandonnent, parce qu'en fait le digital justement est réparti un peu partout. Il a fallu du temps. Avant qu'on voit tous les profils nécessaires, les UX designers, des développeurs web, JavaScript, ou des profils un peu plus spécialisés, il a fallu du temps aussi. L'IA, on en est un petit peu au début de ça. Il y a ce profil emblématique qu'on connaît tous, le data scientist, qui est clé dans un projet d'IA. Et on voit apparaître la nécessité pour sortir du POC, de d'autres profils, des profils qui vont être plus côté IT, les MLOps, les MLInge, et ceux qui permettent de faire des stacks complètes, et d'autres profils aussi plutôt côté business, qui vont faire ce pont-là, que moi j'appelle des AI for Business experts, ou des AI PO, en fonction Une de, sorte de ouais, c'est ça, j'allais en parler, une AI strategist, product strategist, par ou de exemple, choses par comme ça, exemple, quoi. PM, tout à fait. AI, voilà. Ouais. Mais autant je pense que data scientist il est bien nommé, le nom est acquis, autant MLOps, MLInge, même si c'est pas nécessairement clair pour tout le monde, c'est bien nommé et c'est acquis. Autant ce dernier profil qui est plutôt côté business, il n'a pas vraiment de nom. C'est-à-dire que chacun a un peu son nom et tu vois, tu viens de citer exactement un point qui rend encore ce poste compliqué, c'est que ça, il n'a pas vraiment de nom. Et après, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Ceux qui continuent de réentraîner les IA en les corrigeant pour qu'on puisse faire réapprendre avec des principes de feedback loop, ils devraient avoir un nom parce qu'il y a une petite spécialisation dans ça. En fait, quand on fait des modèles de langage pour bien comprendre ce que disent les clients, on est obligé aussi de bien comprendre comment on veut les catégoriser, quel est le concept derrière. Ça va être de nouveaux profils. Ils n'ont pas encore de nom. Euh, et ce qui est, pardon, j'insiste sur le nom parce que ce qui est un peu dur, c'est tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas vraiment. En fait, c'est la première chose qu'on fait quand on a un enfant, c'est qu'on lui donne un nom. En fait, c'est la première chose et c'est un acte d'existence. Donc, il faut qu'on arrive la communauté IA mondiale. Il faut qu'on arrive à se dire, ça, c'est des postes connus, identifiés, et voilà le nom. Et les journalistes s'en empareront et puis à la fin, c'est la voix du plus grand nombre qui aura raison. Mais ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de nouveaux profils qui arrivent. C'est ce qu'on voit aussi, c'est assez intéressant, c'est que les projets d'IA créent de l'emploi. En fait, tous les projets d'IA où on a créé des postes qu'on a pu déployer à différents endroits, en fait, ça permet de créer de l'emploi ou faire du reskilling, ça propose des opportunités. C'est assez intéressant. Je voulais revenir sur un point puisque tu mentionnais le fait qu'une des métriques fortes, c'était de voir le nombre de projets en production. Je pense que les choses aujourd'hui, elles ont quand même pas mal changé sur ce sujet-là, parce que toutes les mises en production ne se valent pas. Est-ce que vous êtes dans la possibilité de couper un projet en production, si vous vous rendez compte qu'il ne répond pas à un de vos 3 axes, c'est-à-dire l'efficacité opérationnelle que tu as mentionné, la satisfaction client ou la prise de part de marché? Est-ce que vous êtes capable de dire: «On arrête ce projet, on le coupe, on passe à autre chose»? Euh, c'est une bonne question. Je réfléchis à des exemples. Alors j'ai des exemples où Comme Google qui tue des projets, comme ça, tous les 2 jours. ouais, on est un petit peu moins riche que Google et peut-être parfois un peu moins tech. Donc, mais Non, mais je peux aller oui, un peu plus loin dans le raisonnement, tu vois? Puisque, par exemple, la satisfaction client, c'est un énorme sujet. Je te s On quitte le côté quantitatif du machine learning, de l'intelligence artificielle, pour arriver sur quelque chose de qualitatif. Et les enjeux, ils sont là. Est-ce qu'on va attendre 3 mois de voir si ce projet-là,
il a créé de la satisfaction client? Est-ce qu'on attend 6 mois, 1 an, 2 ans? À partir de quand on se dit: «Bon, peut-être que ça a pas eu les retours attendus. Allez, on va voir autre chose». C'est plus dans ce sens-là ma question. Ouais, elle est très claire c'est une très bonne question. Euh, donc, c'est- à la différence peut-être de Google, on a moins de projets un peu de R&D qui sont, c'est-à-dire que la plupart des projets qu'on a, ils sont évidents. Il est absolument nécessaire de mettre du machine learning pour se protéger contre la fraude, la banque et les clients. C'est hyper important. Il n'y a pas de, tu vois, moi j'ai pas de doute. C'est sûr que c'est utile. En revanche, on a eu des cas où les projets de protection contre la fraude, où on l'a testé, on l'a construit, on l'a backtesté, il marchait très bien, on l'a testé en live, et il marchait plus. Il marchait plus parce que la fraude, c'est hyper mouvant, c'est un environnement qui bouge très vite. Et donc, on l'a pas mis en prod. Et ça, on l'a fait plusieurs fois. Là, on vient d'en mettre un en prod, et ça y est, il marche bien, et il tient dans le temps. Parce qu'on a mis une meilleure adoption auprès des équipes qui s'occupent de la lutte contre la fraude, aussi, pour qu'ils comprennent, ah oui, je vois comment ça marche, et donc je vais bien l'utiliser. Et donc, on est en train de le déployer, d'augmenter son impact. Donc, dans ce cas-là, on a su le faire, mais on n'a pas vraiment renoncé au projet. Tu vois, on n'a pas fait de R&D un peu, enfin de R&D, ouais, pas directement utile. C'est-à-dire qu'on a fait que des choses qui sont absolument vitales. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, à la fin du programme d'accélération, on sera tellement mature qu'on commencera à attaquer des projets un petit peu plus les low hanging fruit, on va dire, mais plutôt les projets plus durs avec des oreilles plus discutables. Et là, on pourra se mettre dans cette situation. Là, dans tous les projets que j'ai en tête, qu'on a lancés, et il y en a pour servir un peu toutes les thématiques de l'entreprise, c'est-à-dire le marketing, le commerce, le service, la gestion de la connaissance, la fraude bien sûr. Ceux qu'on a lancés, je suis pas sûr qu'on les arrête parce qu'ils sont certains. Peut-être qu'on les a pas fait de la même façon et qu'on va les refaire. Mais tu vois, Ça a déjà fait ses preuves. Ça a déjà fait ses preuves et en fait, vous rentrez dans des problématiques de MLOps, de se dire: «Bon, OK, ce modèle-là, il marche pas, on le garde le projet, on le garde, mais on reprend, on essaie de comprendre ce qui a pas marché» et ça me permet d'arriver à un nouveau point. Vous l'avez mentionné, la banque, elle est averse au risque par nature. Le monde bancaire, il est pas dans la tech, il est nécessaire pour notre économie au sens très large. Comment on gère un peu cette, déferlante, j'aime pas le mot, mais ouais, cette déferlante intelligence artificielle, donc GenAI, ML, LLM et ce genre de choses pour prendre en main, ces sujets malgré la taille de votre entreprise. Aujourd'hui, BNP Paribas, je crois en 2024, c'est plus de 150 000, 180 000 personnes. Surtout que la generative AI est beaucoup plus opaque par rapport au machine learning. Puisque quand tu parles de ce projet de fraude, on a du MLOps, on va chercher à comprendre ce qui ne marche pas. Il y a ce subject matter expert, donc cette personne qui connaît la partie quantitative et la partie technique business qui peut accompagner. Là, on utilise des modèles, on se dit, bon, on fait confiance, mais ça se trouve, dans 3 mois, il y a une mise à jour et il faut repartir de zéro sur la compréhension. Comment on fait? Enfin, quand on est une banque, moi, je trouve ça ouais. fou. Alors, c'est plein de bonnes questions. Donc déjà, premier commentaire important. Effectivement, la banque, c'est pas que une boîte de tech, c'est une boîte qui est que digitale. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait plus de coffre-fort. On en a, mais pas beaucoup. C'est très très peu, toute petite partie de l'activité. Donc il y a 100 ans, les banquiers étaient des gens qui fabriquaient des coffres-forts. J'ai caricaturé un tout petit peu, mais 200 ans. Dans l'idée, aujourd'hui, quasiment tout est digitalisé. C'est un vrai point de transformation majeure. Et pourquoi je dis qu'on n'est pas une boîte de tech, même si tout est digitalisé, c'est que on est une boîte de trust. Nous, il faut nous faire confiance. Notre asset numéro 1, c'est la confiance. C'est si nos clients doutent de nous, euh, c'est pas bon. Si jamais on fait une erreur sur un compte bancaire qui se retrouve vidé, donc notre asset numéro 1, on fait tout pour éviter ça. C'est pas d'aller vite, contrairement à Google, Facebook, Meta, enfin ou des GAFAM ou des BATX en Chine. C'est pas ça notre mindset. Notre mindset, c'est d'avancer de façon sécurisée. C'est un vrai point hyper différenciant. Donc à ce titre, on pourrait dire qu'on n'est pas une boîte de tech, même si en vrai on est un peu une boîte de tech. En tout cas, pas une boîte de tech comme les GAFAM. Sur la deuxième, enfin sur juste un petit commentaire, mais après 2 éléments qui sont intéressants. Après, en fait, avant l'arrivée de GenAI, je me disais, en fait, on est bien, ça y est, on commence à avoir des stacks complètes, on commence à avoir du MLOps, on a des zones d'exploration, des zones de mise en prod, super, le job est fait, on a les outils. Et là arrive GenAI,
Et là, il y a un grand trou dans la raquette qui est comment on adopte ça, etc. Et là, je dois reconnaître que j'ai été très surpris, très favorablement surpris par la vitesse d'adoption de l'IT Group de BNP Paribas, qui a un rôle très fort, qui nous protège tous, toutes les entités de BNP, les 180 000 salariés et les trois pôles et toutes les entités qu'il y a derrière. Ils ont pris la balle au bon. Alors, on pourra parler plus de comment ils l'ont prise, mais enfin comment on l'a prise, euh, mais ils ont pris la balle et on se structure pour aller chercher ça. On avance on achète des GPU, d'ailleurs, c'est très concrètement. On structure des équipes, il y a eu des annonces récemment de nouvelles entrées chez nous qui vont aider. Donc, on prend le point, effectivement, pas comme une start-up, pas comme un GAFA, un petit peu différemment. Peut-être, si tu veux, Thomas, je peux zoomer sur comment on l'a vécu, parce que c'est un vrai sujet. On regardait l'histoire, l'IA générative euh, très tôt. Donc là, c'est quelques équipes dans le groupe qui se disaient, mais ce DaVinci 003 là, on vient de passer un stade, il est très bien. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était en juin 2022 à peu près que DaVinci 003, qui était en gros le modèle, le papa de GPT-3 est sorti et déjà il faisait des choses, c'était assez étonnant. Donc on a très peu de personnes ont commencé à regarder ces sujets-là, plutôt les experts, ce qui est assez logique. Donc un centre d'expertise, bah, du coup, il était dessus, on l'a fait, c'était très bien. On a commencé à réfléchir, à se dire qu'est-ce qui peut se passer. Et là, arrive la sortie de GPT 3.5, enfin 3.5, oui. Et là, la déferlante est arrivée. Et ce qu'on a commencé à comprendre, à intuiter, et ça, notre IT Group justement l'a très bien intuité, c'est qu'il y avait des risques associés à ça, des risques d'erreur. On a vu je sais pas si vous vous souvenez des histoires qui étaient assez incroyables à l'époque où on pouvait faire dire à ChatGPT que les vaches pondaient des œufs. Enfin, on pouvait lui faire dire pas mal de choses qui étaient assez embarrassantes. Euh, ITG a pris une très bonne décision, c'est qu'ils ont dit protection. On se protège. Et c'est notre job. Notre job, c'est de se protéger. C'est-à-dire qu'on on se protège nous et nos clients et on ne veut pas faire de bêtises. Et donc, euh, moi, j'ai eu une année 2023 compliquée parce que j'étais à la fois en train de suivre tout ce qui se passait et c'était complètement incroyable. J'ai fait une erreur personnelle, c'est que j'ai mélangé mon travail et ma vie perso puisque la journée, je regardais ce que faisait l'IA générative et en même temps que faire avancer les projets. Et puis le soir, j'allais faire avec ChatGPT des histoires pour mes enfants, pour euh, comprendre comment ça marchait et puis aussi pour les amuser. Ça a plutôt marché. Euh, mais voilà, grosse saturation en 2023 et personnelle. Et en revanche, une fois qu'on a bloqué, on a commencé à regarder en disant bon, il y a un vrai phénomène. Et là, tout le monde a commencé à regarder avec sous plusieurs axes. Un, les équipes IT, de quoi on a besoin, comment on fait pour accéder à ça, est-ce qu'on peut aller faire un deal avec Microsoft pour accéder à ça, est-ce qu'il faut acheter des GPU, combien. Et donc, on a commencé à se construire sur ça de façon très prudente et progressive. C'est vraiment notre marque de fabrique. Et puis côté métier, on a regardé, bon, ben ça sert à quoi en fait tout ça? Et donc c'est là qu'on a vu les fameux RAG, qui sont des bases de connaissances intelligentes avec lesquelles on peut parler, qui nous permettent d'accéder à plein d'infos, qui sont beaucoup plus riches que c'est. Je pensais il y a 9 mois, je me disais mais mince, ça se trouve c'est juste un update, une upgrade des chatbots. Et non, pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une autre dimension. Et donc on s'est tous dit bah bon bah c'est possible, l'IT s'est dit c'est possible, nous on s'est dit bon bah c'est intéressant, et donc on a avancé ensemble. Donc si tu compares ça à une startup effectivement qui a la capacité à dire bon bah tout de suite je vais aller ouvrir un tenant chez Microsoft Azure, de toute façon j'ai pas de données clients, c'est pas grave, on a été extrêmement lent. Mais si tu compares ça à une banque et au niveau de sécurité qu'on souhaite avoir et de prudence qui est la clé, c'est la clé de notre business, hein. Euh, si tu compares ça, on a été assez rapide. Je suis très fier de ça. C'est un très bon point. J'ouvre une parenthèse, on tourne cet épisode au moment où Astra et GPT-4o sont sortis cette semaine, enfin, sont mentionnés. Effectivement, tu parles des RAG. Je pense que les RAG, c'est extrêmement rassurant pour le domaine bancaire. On a un peu plus de contrôle sur ce qui se passe et ce qu'on donne à notre modèle.
Moi, j'ai une grande inquiétude. Voilà, on tourne cet épisode avec le domaine bancaire aujourd'hui. Astra, mercredi ou jeudi, fait une présentation où ils montrent un peu comment ça fonctionne et ils utilisent en temps réel une caméra et il y a un modèle qui lui répond en temps réel. Et en fait, à un moment, il traverse son espace de travail et il y a une paire de lunettes quelque part. Et à un moment, il dit à Astra, où est ma paire de lunettes? Il lui dit, bah, elle était là. Donc il y a tout un phénomène de mémoire qui se rappelle des choses. Moi, je pense tout de suite à l'épisode qu'on va avoir aujourd'hui et je me dis: «Mais en fait, si quelqu'un utilise son téléphone devant un guichet ou quelqu'un est en train de tirer alors que la personne est en train de marcher, c'est un risque de dingue». Est-ce que vous y avez un tout petit peu pensé? Est-ce que c'est des choses qui ça vous fait peur? Ou GPT-4o, il y a la partie voix, on peut faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Enfin, il y a il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis data scientist, hein, c'est mon métier, j'adore ça. Mais il y a plein de choses, comment on gère enfin, comment on va gérer tout ça? Moi, voilà, on peut fermer la parenthèse si vous voulez, mais C'est Black Mirror, là. Non, non, c'est une super parenthèse. Attends, super. Alors, moi, j'ai pas vu Astra, parce que comme j'ai fait une overdose d'IA générative en 2023, du coup, maintenant, je tempère un petit peu. J'attends que ça, 3 jours après, j'y vais, tu vois, j'attends un peu. J'ai vu GPT-4o, effectivement, bluffant. Il y a un côté positif et un côté négatif. Mais ça, c'est vrai, c'était déjà vrai, avant ces solutions. C'est-à-dire que sur les risques associés à l'IA générative, on en parlait, ils sont très importants. Tu as des risques d'usage, bon, et tu as des risques de mauvaise d'utilisation mal intentionnée. Et donc, tu vois, donc nous, on fait des acculturations internes pour dire attention, il y a ça. On passe des messages à nos clients pour dire attention, il y a ça. On est pédagogue autant qu'on peut l'être sur ces sujets. Tu vois, moi, les premiers points d'inquiétude, c'était, mais en fait, les deepfakes vidéo, les deepfakes de voix, potentiel absolument incroyable. Là où c'est rassurant sur ces sujets de deepfake, c'est qu'ils sont faits pour détourner de l'argent. Et ça, en fait, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui essaient de détourner de l'argent d'autres personnes. Je dis pas que c'est bien, je le regrette, mais et que nous, on se bat contre eux. Et ça fait qu'on a déjà un socle de protection qui fait que, en fait, si t'es client chez nous, si t'es en train de te faire ficher même par un deepfake, tu vas avoir des petites alertes qui vont t'arriver, qui vont te protéger. Alors évidemment, il faut c'est comme le, le, le dopage et la détection du dopage. Tu vois, il faut faire avancer les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on ait les bonnes contre-mesures. Mais il y a déjà quelque chose qui protège conceptuellement la banque et ses clients de ces intrusions. Il va falloir qu'on continue. Il va y avoir des deepfakes de documents. Il va y avoir peut-être de l'espionnage, comme tu le mentionnes, Thomas. C'est un exemple hyper intéressant. Voilà, mais tu vois, pareil, tu pouvais le faire avant. Et ça s'est déjà fait. Il y a déjà des yeux humains qui ont regardé des codes et qui ont tiré un truc. Mais machin. Toute cette ingénierie, elle existe déjà. Donc, mais c'est de l'ordre du génie. Ces gens-là qui arrivent à se rappeler des choses, c'est du génie, alors que là, on est sur un truc où tout le monde a un smartphone et si on arrive à connaître enfin, c'est de l'ordre de tout le monde, du commun et c'est un vrai sujet puisque C'est-à-dire que j'enregistre là 3 secondes à travers de ce podcast, 15 secondes de la voix de Thomas. Demain, j'appelle sa banque au Canada. Je connais son numéro, sa date de naissance et son adresse et je leur dis de me renvoyer, son code de connexion à son espace bancaire. moi, mon inquiétude, elle est si tu appelles ses parents. Et avec l'ingénierie sociale, tu peux le faire. T'appelles ses parents avec sa voix en disant maman, Ouais, c'est plus facile, j'ai besoin plus d'argent. facile. Tu vois, donc on doit protéger. Enfin, c'est pas pour donner des idées parce que c'est pas ça. Je sais que ça existe déjà. Donc c'est un super exemple. Bref, il faut qu'on soit particulièrement attentif là-dessus. Nous, on l'est. On continue de progresser. On continue de mettre plein de choses qui permettent de se protéger de ça. On le sera jamais assez. Donc ce sera, pour moi, on va continuellement lutter contre ces malveillances. Et il Ouais, y en a bah, la beaucoup. la cybersécurité est engendrée par, les nouvelles capacités, de menaces qui émergent avec ces nouvelles technologies d'IA générative, notamment multimodales, Ouais. comme l'a dit Thomas, va être vraiment à l'ordre des mois et années qui vont arriver. Donc, ok. Et du coup, bah, ça me donne un peu une transition parce que
ChatGPT, Copilot, j'imagine que vous au travers des 180 000 personnes qui travaillent pour, BNP Paribas, je pense que vous avez quelques développeurs. Ils utilisent Copilot, ils l'utilisent pas, vous avez, séquestré, vous utilisez des modèles internes ou vous utilisez, Copilot pour certaines parties du code ou et ChatGPT là-dedans pour les collaborateurs. Comment vous faites, en fait, pour ces outils end user? Pareil, tiens, vous avez des outils de, visioconférence, vous faites, les minutes des meetings, automatiquement avec les transcripts. Si oui, quel outil? Comment vous faites pour les modèles, la sécurité des données et cetera et cetera? 19 questions dans ma question. 19 questions. Alors, et je vais surtout même pas répondre à celle-là tout de suite, mais je réponds juste après, Pierre, bien sûr. Non, sur le sujet des risques autour de l'IA générative, il y a aussi une opportunité incroyable. Et tu vois, moi, le GPT-4o, il me fait dire, mais en fait, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Alors, pour moi, il y a un vrai truc qui a été craqué à ce moment-là. C'est un peu anecdotique, donc enfin, pour le business, mais c'est un truc qui n'existait jamais, c'est l'émotion dans la voix. C'est-à-dire qu'on avait déjà des voix qui savaient faire de l'émotion, mais changer d'émotion, si c'est vrai, c'est, c'est incroyable. Donc Ouais, je ça, suis d'accord, je suis ça, entièrement ça d'accord. progresse. Ça rend les choses, ça commence à être acceptable. Ce que je veux dire, c'est que là où le potentiel est hyper intéressant, tu dis un RAG, bon, c'est pas dingue un RAG, c'est une base de connaissances. Voilà ce qu'on sait. Sauf que bientôt, tu vas pouvoir lui parler. Tu vas pouvoir interagir avec elle, tu vas pouvoir lui demander des choses. Fais-moi des schémas parce que moi je suis un visuel, tu sais, je comprends pas. Hop, tu vois. Et attends, parce que j'ai fait un schéma, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc, je vois aussi le côté extrêmement positif de ça et le fait de me dire, ben, en fait, on est parti dans la bonne direction. L'IA générative, ça a beaucoup de chance, tu vois, et le prendre par ces projets-là, c'est voilà. Donc il y D'une a, manière optimiste. je remets de l'optimiste. Il y a un risque et, il va falloir qu'on le traite. Et il y a aussi des opportunités que je trouve hyper bien. Moi, je suis assez optimiste au global. Il faut pas qu'on soit tous comme moi, mais je trouve que c'est bien. Alors maintenant, Pierre, pour répondre à tes 19 questions, et j'ai bien noté les 19 questions. Donc, on a tout bloqué en mars 2023 et on a très bien fait. On a vu après ça beaucoup de cas très médiatisés. Donc rien, zéro sur rien. Après, pourquoi? Parce que, alors pour expliquer les risques, hallucination, c'est pas bien, mais après si on a un des critiques, c'est pas très grave. Quand c'est utilisé par des collaborateurs, mais aussi fuite de données. Si tu envoies, tu fais un copier-coller d'un mail client sur GPT-4, bon bah tu viens de donner des infos clients. Et tu viens de dire à Microsoft, à GPT-4, tiens, cette personne est un client. Et ça, c'est un risque majeur. C'est un risque du RGPD. Les amendes en face sont spectaculaires. Bref, c'est hyper important. On a bien fait. En revanche, sur des modèles open source, là, pour le coup, c'est chez nous. Il n'y a pas de sortie de données. Donc oui, il y a le risque d'hallucination qui perdure, mais les deux autres risques, celui de sortie de données et celui de souveraineté, on va dire, parce qu'il y a un autre point, c'est qu'on si on confie notre intelligence à OpenAI, qui est le banquier? C'est BNP Paribas ou OpenAI? Bonne question. Donc, deuxième risque de souveraineté auquel je suis attentif. Bref, on enlevait ces deux risques-là. Et donc là, on a commencé à faire des premières expérimentations et on a commencé à produire alors ils étaient beaucoup plus petits, ils étaient sur des modèles open source, donc un petit peu moins performants, mais il y avait déjà des petites choses qui nous ont permis de tester, commencer, regarder. Ce qu'on a commencé à regarder en parallèle de ça, c'est comment accéder à des versions plus sécurisées de GPT, qui est quand même une des grandes références sur le sujet. Donc on a vraiment eu les deux streams. On a une préférence pour la partie open source, open weight, parce qu'elle est beaucoup plus safe. Mais c'est vrai que faire des expérimentations avec GPT, ça peut te permettre de gagner du temps. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on a avancé dans cette direction. Alors, en mettant des conditions, c'est-à-dire, quelles données on peut mettre dessus? Donc, on s'est dit, attention, on ne le donne pas à des big boss, ce truc-là, parce qu'ils vont manipuler de l'information confidentielle. Attention, on ne le donne pas à des gens qui sont en contact direct avec des collaborateurs parce qu'ils vont manipuler de l'info client. Donc, tout ça, Utiliser tout un tas de guidelines, finalement de niveau ouais, de
de dangerosité et de risque des données en fonction, de ta position dans l'entreprise, de ton département, de la typologie de données, en fait, avec une espèce de gouvernance finalement, Ouais, déjà. tout à fait. Et donc, on a appliqué la gouvernance existante sur ces modèles qui sont nouveaux, en essayant de comprendre un petit peu ce que ça voulait dire, et on a commencé les tests, voilà. Donc ça nous a permis de débloquer l'accès à GPT-4 qui est encore aujourd'hui dans les top référents, quoi. Donc c'est hyper intéressant. C'était quand même plus à des fins d'expérimentation. Deuxième expérimentation qu'on a fait, c'est pas avec le copilote auquel vous pensez, c'est avec le Microsoft Copilot, pas le GitHub. Avec le Microsoft Copilot, on s'est dit, mais ça aussi, c'est un potentiel incroyable. Mais mince, c'est GPT-4, c'est sur un tenant, mais c'est quand même aux US, donc attention. Et donc, on a commencé à faire des tests, mais cette fois-ci de façon extrêmement sélectionnée, en ne prenant que des populations parfaitement averties et qui on avait parfaitement expliqué, sur lesquelles on s'est assuré qu'il n'y avait pas de risque de sortie de données. C'était pas le GPT-4 public, hein, attention, on est sur un GPT-4 qui est privé, mais même ça, on veut vraiment être sûr que c'est parfaitement fiable. Et on a commencé à regarder. Donc on a commencé à regarder, toute petite diffusion, on se dit le potentiel est assez spectaculaire, on se dit qu'on a bien fait de commencer à regarder, on se dit qu'on va regarder maintenant un peu plus en détail, et faire une deuxième série de tests, et seulement à la fin de cette deuxième série de tests un petit peu plus large, on ira voir si on généralise ou pas, et auprès de qui. Ce point, voilà, donc on est particulièrement prudent. Notre métier, c'est la confiance, c'est-à-dire qu'on veut vraiment être sûr, c'est-à-dire qu'on veut pas qu'il y ait de choses qui sortent, donc c'est vraiment un point important. Alors sur le code, on a vu le potentiel aussi très vite, et effectivement, assez naturellement, ça sort comme cas d'usage assez spectaculaire. Sur le code, on n'a pas encore passé le pas enfin, voilà, on a notre solution cible, et elle n'est pas GPT-4. On est en train de la tester pareil. Le code, c'est pas de la donnée client. Donc là, il n'y a pas de risque on va dire, de GDPR. Mais il y a un risque de quelqu'un de malin, au sens péjoratif du terme, pourrait aller se débrouiller pour récupérer des infos chez OpenAI et en fait regarder ça. Donc pareil sur le code, il y a un niveau de prudence. C'est-à-dire qu'en fait, on a les fronts qui sont visibles, et ce qu'on veut, c'est que le back soit parfaitement invisible. Et donc ça rentre dans ce cadre-là. Donc pareil sur ça, on est particulièrement prenant aussi sur les mêmes méthodologies de test où on regarde comme ça progressivement, etc. et on fait la calculation. Mais aujourd'hui, très clairement, c'est dans la cible. C'est-à-dire qu'on va absolument convaincu de l'intérêt pour les développeurs, pour les data scientists en particulier. Ceux qui ont la chance de travailler sur des petits modèles open source, open weight, en fait, ils ont la chance aussi de pouvoir poser des questions sur, tiens, comment tu ferais ce code-là? Très utile. Des regex, par exemple, c'est horrible à coder. En fait, ils peuvent proposer, c'est plutôt bien. Voilà. Donc ça avance à la meilleure vitesse, d'une entreprise dont le business, c'est la confiance. C'est intéressant. Bah, j'en profite pour poser la question de notre précédent invité, donc Lydia Akloué, qui était CTO digital chez BPI France, donc aussi le domaine bancaire, et il y avait toute une discussion associée à comment on pouvait définir un cadre d'usage pour une IA frugale. Aujourd'hui, on ne l'a pas du tout mentionné dans notre échange. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez, c'est-à-dire faire des petits langages, des petits modèles pour répondre à des problématiques peut-être plus précises ou optimiser son utilisation au large language model? Ok. T'as trois axes de réflexion derrière ça. T'as l'impact carbone. T'as le coût d'inférence, on va dire, et ta taille d'équipe. C'est un peu, il y a trois discussions derrière Frugal. Impact carbone, c'est un vrai sujet. Et il y a un an, tout le monde se posait la question, mais combien ça a coûté d'entraîner ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de brûler l'Amazonie là en faisant ça? Donc maintenant on a les chiffres. On commence à avoir les chiffres sur l'IAMA 3. Meta a sorti des chiffres qui sont intéressants sur les modèles open source qu'ils ont entraînés. On voit ce que ça représente. Donc un des gros l'IAMA 3 représente l'équivalent de consommation CO2 de 200 ménages. Voilà. Donc c'est quand même significatif. C'est pas aussi gros que ce que j'avais eu peur que ce soit, mais c'est assez significatif.
Ce qui veut dire que sur ce sujet, il faut quand même avoir des stratégies sur la partie entraînement de modèle, des stratégies de reuse. Et donc les modèles open weight, autant qu'on peut les réutiliser, c'est bien. Entraîner son propre modèle, comme certains l'ont fait, bon, pourquoi pas, si l'usage est vraiment vital, etc. Mais repartir de choses existantes, ça semble quand même avoir du sens. Donc là-dessus, il y a des points qu'on essaie d'observer. Et au passage, optimiser l'impact carbone, c'est un point très positif. Ça permet d'optimiser aussi le coût. Donc c'est un point, donc c'est gagnant-gagnant. C'est en fait je trouve que c'est super ces optimisations quand elles sont alignées avec les objectifs. Ça c'est un très bon point. Donc, impact carbone, c'est un vrai sujet qu'il faut continuer de monitorer. Et ça, je suis assez fier de ce qui est fait sur ces sujets chez BNP Paribas. Il faut qu'on continue. C'est un peu comme la fraude, c'est un never-ending story, quoi. Donc, à suivre. Sur la partie, donc, coût d'inférence. Donc, comment dire, coût d'inférence. Intelligence de l'IA que tu utilises pour la tâche. Est-ce qu'on a besoin de demander à Albert Einstein de résoudre des problèmes extrêmement simples? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as besoin d'avoir un énorme modèle, qui connaisse, la date de naissance d'Henri IV alors qu'en fait, tu veux répondre à tes clients et tu es un customer support? Voilà. Mais c'est tout à fait ça. Donc, instinctivement, on se dit tous, bah non, peut-être pas. Et en fait, des BERT 300 mégas font des tâches qui sont très bien. Donc, je crois pas à une IA où j'ai eu un doute à un moment, mais c'est très clair maintenant. C'est sûr qu'il y aura pas une énorme IA que tout le monde va. Ce sera plein de petites IA modulaires qu'on ira consommer et dont la taille de l'IA sera proportionnelle à la complexité de la tâche qu'on attend et vraisemblablement on essaiera enfin voilà, donc il y a de la place pour toutes les tailles d'IA là-dessus, et bien sûr que c'est un sujet qu'on regarde, on a regardé très vite, alors là pour des raisons beaucoup plus euh, pragmatiques, les tailles de modèles, parce que au début ça rentrait pas, donc il a fallu les quantifier tout simplement. Donc il y a des petites choses qu'on a faites comme ça qui étaient intéressantes, qui permettaient de faire les premières explorations, et il faut qu'on continue de maintenant se dire maintenant coût d'inférence, etc., et impact ESG aussi bien sûr. Donc celui-là, ça c'est un vrai sujet, et tu vois c'est marrant parce que pour moi c'est la conférence de Sam Altman là en novembre l'année dernière qui a donné la bascule. C'est-à-dire quand ils ont dit ok, nous on arrête la guerre au plus gros modèle possible, on passe maintenant sur des GPT, sur des petites IA qui sont un peu spécialisées sur ça. Je me suis dit mais ils ont raison, le c'est la bonne direction. C'est-à-dire que il faut aller chercher de la spécialité pour avoir des choses pas trop grosses qui savent bien faire une tâche. Et ça me semble évident maintenant, là où ça n'était pas nécessairement pour moi avant. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que les concurrents, la course au gros modèle s'est un petit peu arrêtée. Avant, il y avait des batailles de 500 milliards, enfin, les 500B de Chine là, qui étaient sortis, etc., qui faisaient pas, enfin de Google aussi d'ailleurs, qui faisaient pas beaucoup mieux. Donc ça, vrai sujet, t'as raison, et ça va, et c'est là où c'est intéressant, et là, c'est là où les data scientists qui ont été un peu dépossédés de ce sujet d'IA générative, parce qu'en fait, maintenant, il suffit d'être ML1, tu vois, enfin, ou même développeur, et tu peux appeler des API, faire des choses où t'as plus besoin d'être data scientist. Et AI engineer. Voilà, tout à fait. Ben moi j'en ai fait, tiens, voilà. Donc alors que je suis pas data scientist de formation. Et ben là ils reviennent dans la course parce qu'il va falloir qu'on cherche vraiment des sujets d'optimisation fine de chacune de ces tâches pour des sujets de coût d'inférence, et on voit ce que ça coûte et c'est assez spectaculaire. Dernier point sur l'IA frugale. Ce qui est hyper intéressant avec l'IA générative, c'est qu'on commence à vraiment pouvoir faire de l'IA frugale. Dans un contexte, enfin, là je parle de AI for business. Si tu veux faire de l'IA chez toi, tu pouvais en faire avant, tu pouvais faire des petits modèles tu prenais du R, tu faisais des choses, c'était sympa. Mais si tu veux faire de l'IA pour le business, jusqu'à maintenant, c'est des projets toujours un petit peu gros. C'était pas facile à les trouver, il fallait une taille critique, il fallait des choses. Là, ça commence à être intéressant parce que maintenant, avec une toute petite équipe déjà, tu peux faire des choses assez spectaculaires. Et là-dessus, je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que maintenant, chaque entreprise, même alors peut-être pas les plus petites, mais enfin aussi, chaque entreprise doit pouvoir avoir une équipe IA. Et là où avant, une équipe IA de moins de 10 personnes, ça n'avait pas beaucoup de sens. Ça existait, mais ça n'avait pas beaucoup de sens, en tout cas pour une entreprise. Là maintenant, ça commence à avoir du sens. Donc c'est assez intéressant. Donc ouais, alors je peux pas te prédire l'avenir tout à fait sur ça.
je pense qu'il y a aussi de la place pour des grosses équipes et besoin de grosses équipes quand on a beaucoup de besoins d'IA. Mais je pense qu'on va avoir une meilleure mixité d'équipes et je pense que ça va ceux qui étaient un peu exclus, les PME, tu vois, étaient pour moi complètement exclus de l'histoire en fait. Et là, elles rentrent dans le sujet et je trouve que c'est hyper enthousiasmant. Eh beh, écoute, super. Tu sais qu'on a une tradition dans notre podcast, c'est, de demander à notre invité, comme tu vois, tu as répondu à la question de Lydie. Bah, est-ce que tu aurais une question pour le ou la prochaine, invitée du podcast Il y a pas que la data? Bah, évidemment autour, de l'IA, de la data ou une question plus générale, plus sociale, plus stratégique, plus philosophique, pourquoi pas? Ok, j'ai des idées. Euh, Est-ce qu'on sait qui sera vous savez déjà qui est le prochain ou pas? Non, justement, on ne sait pas, c'est Ah, ça, c'est ok, ça. c'est dommage parce que j'aurais pu faire plus ou moins piège. Euh, Franchement, ça sera une personne d'un grand groupe. C'est au moins un indice, tu vois? Ok, parfait. Alors je vais essayer de le mettre le plus mal à l'aise possible. Donc je vais trouver une question vraiment embarrassante. C'est parfait, on adore ça. Donc, un, aujourd'hui l'IA ça crée des emplois. C'est un vrai, c'est évident. C'est quand tu compares à l'industrie automobile, tu vois, au début, bah, automatiser, robotiser, ça crée plein d'emplois. En fait, c'était des vrais sujets qui développent et qui permettent aussi à la société d'accéder à des niveaux de qualité de service qui sont incroyables. Mais donc les emplois du secondaire lors de la révolution industrielle sont passés vers le tertiaire, sauf qu'il n'y a pas de quaternaire. Et donc, si l'IA générative est aussi puissante que ce qu'elle semble être, et surtout qu'elle va continuer de s'améliorer, à quoi ressemble la société dans 15 ans? OK. Bah, tu nous as mis tous les 2 mal à l'aise déjà, donc tu vois? Donc très, très belle question. Super question. On a passé un très, très bon moment, en ta compagnie, Adrien. Vraiment, super, belle expérience, tout un tas de choses très, très intéressantes, tout un tas de petites cerises, et de choses, vraiment, délicieuses à écouter. Bah, écoute, merci beaucoup Adrien Merci Adrien. et merci, Thomas, pour ce ping-pong et pour nous accompagner, dans ce podcast depuis maintenant presque 8 mois. Merci beaucoup messieurs, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.